Bonjour, merci d'être venu. Alors, avant de présenter le rapporteur, je rappelle que le prochain séminaire aura lieu le jeudi 22 mai, c'est-à-dire dans 7 jours exactement. Il sera donné par Bruno Mansoulier et le titre c'est Qu'est-ce que l'énergie du vide? Alors, l'orateur du jour, on est vraiment très content de l'avoir parmi nous, c'est Pierre-Olivier Lagage, qui a été pendant 16 ans responsable du service ou département d'astrophysique de l'IRFU à Saclay, qui est un des responsables de l'instrument de l'infrarouge moyen du James Webb Space Telescope, qui a été lancé en 2021 et où il travaille, si j'ai bien compris, depuis 1998. Il a fait sa thèse en 1987 sous la direction de Catherine Cesarski. Il participe également à la mission Ariel et il a travaillé aussi dans le télescope spatial infrarouge Herschel. Et je pense fait d'autres choses. Tu peux rajouter quelques mots Non, non, si c'est tu le déjà, c'est souhaites. bien. Et Aussi au démarre. niveau du sol. Enfin bon, puis il y a un instrument pour le VLT au Chili et maintenant pour le futur ELT aussi au Chili, un télescope. Je le montrerai à la fin. Allez, à toi. Eh bien, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler du JWST parce que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai vécu, que je continue à vivre. Et si je peux vous faire partager ma joie, les découvertes, j'en suis toujours très content. Alors, en quoi c'est un nouveau regard sur le cosmos? Alors d'abord, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais c'est toujours bien. Donc, l'astronomie, c'est avant tout une science observationnelle et qui se base sur des avancées technologiques. Bon, vous avez tous entendu parler de la lunette de Galilée, qui était vraiment une étape très fondamentale dans les observations astronomiques. Et puis, un autre moment très important pour l'astrophysique, ça a été quand l'homme a pu sortir de l'atmosphère. Alors là, c'est la Terre vue du ciel, enfin de l'atmosphère, mais évidemment, pour l'astrophysique, on tourne les télescopes dans l'autre sens. Donc ça a été aussi quelque chose dans les années 60, ça a commencé, ça a ouvert toutes les longueurs d'onde parce que l'atmosphère arrête certains rayonnements. Et donc, pour vraiment connaître l'univers, on a besoin de l'ensemble de la gamme de rayonnements. L'univers est vaste, je ne vous apprendrai rien. Par contre, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreuses régions de l'univers encore complètement vierges d'observation. Et donc, je vais vous donner un exemple. C'est ce qu'on appelle la sortie de l'âge sombre. Donc, on a un modèle maintenant d'évolution de l'univers qui marche bien. C'est-à-dire, il y a eu le Big Bang, il y a eu un moment de forte extension de l'univers, on appelle ça une inflexion cosmique qui n'est pas très bien comprise. Par contre, il y a une étape qu'on connaît bien, qu'on a bien compris, c'est au moment, 380 000 ans après le Big Bang, il y a eu ce qu'on appelle la recombinaison la température a diminué et autour de 3000 K, il y a eu recombinaison des électrons et des protons avec émission d'une lumière, le fond diffus cosmologique, qui est très très homogène, mais on y voit des infimes petites fluctuations. Et ça, ce sont les graines qui vont structurer l'univers par la suite. Donc, il faut un certain temps pour que ces petites graines, donc c'est la gravitation, grossissent. Donc, c'est essentiellement sous l'effet de la matière noire, chose qu'on ne connaît pas. Donc, il y a quand même des ingrédients ad hoc dans toute cette structuration de l'univers, hein. Matière noire, énergie noire. Mais on se dit qu'à un moment, eh bien, les galaxies vont être formées, les étoiles vont être formées et commencer à éclairer de nouveau l'univers. C'est pour ça qu'on appelle ça sortie de l'âge sombre. Il y a de nouveau de la lumière qui est créée par ces étoiles, etc. Alors, c'est très intéressant d'essayer de voir à quel moment cet aspect premières étoiles, première galaxie a eu lieu. Alors, il y en a qui ont beaucoup essayé. Par exemple, le Hubble Space Telescope, donc a essayé à plusieurs reprises d'arriver à cette limite où les premières galaxies, premières étoiles sont formées. Donc, dès 1995, il a passé beaucoup de temps à observer une partie de l'univers qu'on appelle le Hubble Deep Survey, champ profond. En 2004,
Il a passé encore plus de temps pour essayer d'aller le plus loin possible, voire le plus loin possible. Et en 2010, il y a eu un nouvel instrument qui faisait un petit peu d'infrarouge. Je vous dirai pourquoi il faut un peu d'infrarouge pour aller observer plus loin. Et il a pu encore s'approcher. Donc, il a pu aller jusqu'à 400-500 millions d'années après le Big Bang et toujours des galaxies. Donc, il n'a pas pu atteindre ces premières galaxies qu'on cherche depuis longtemps pour caractériser le modèle. Et pourquoi il n'a pas réussi? Alors d'abord, avant de parler, je vous rappelle que quand on dit aller voir loin, c'est aussi aller voir tôt, tout simplement parce que la lumière se propage avec une vitesse finie, très grande, mais finie. Et donc, pour donner quelques ordres de grandeur, hein, quand on envoie un signal sur la Lune, on peut le faire avec des lasers, puis on met un miroir et elle nous revient. On sait qu'il faut à peu près une seconde, Terre-Lune. Le Soleil est à 8 minutes-lumière. L'étoile la plus proche, 4,2 années. Donc, hein, pour parler à quelqu'un là-bas, ça ne va pas être simple. Notre galaxie, le centre de notre galaxie, c'est 26 000 ans. La galaxie la plus proche, c'est 2,3 millions d'années. Donc, on voit actuellement ce qui se passait il y a 2,3 millions d'années sur la galaxie la plus proche. Donc, il faut toujours avoir ça en tête quand on dit on va regarder loin, ça veut dire on va regarder tôt. Alors, pourquoi le Hubble n'a pas atteint les limites, n'a pas atteint l'objectif d'avoir les premières étoiles, les premières galaxies? Tout simplement à cause d'un phénomène physique. On a l'expansion de l'univers et qui fait un étirement de la lumière. Et donc, la lumière qui est émise dans le visible eh bien, se retrouve dans l'infrarouge. Donc, si vraiment on veut trouver ces premières galaxies, ces premières étoiles, il faut un télescope travaillant dans l'infrarouge. C'est une des premières raisons pourquoi il faut un télescope infrarouge comme le JWST. Et donc, voilà l'instrument qui va permettre, et qui permet, on peut déjà le dire, d'aller voir ces premières galaxies, c'est le James Webb Space Telescope. Alors, pour la petite histoire, qui est ce James Webb? C'est l'administrateur de la NASA qui a défendu le fait de faire de la science à la NASA à un moment où ce n'était pas vraiment de mise. Il y avait comme un peu en ce moment, mais je ne suis pas sûr que l'administrateur actuel soit de la même trempe que James Webb. Et donc, c'est vraiment le télescope donc, de la NASA, le flagship, le vaisseau amiral, comme on dirait en bon français, de la NASA avec la participation de l'Europe à travers l'ESA et du Canada. C'est vraiment le plus grand télescope et le plus complexe jamais envoyé dans l'espace. Pour donner un exemple, ce qui compte, bon, on parle souvent de la taille d'un miroir, de l'ordre de 6,50 m, mais moi je préfère parler en surface collectrice, parce que c'est la surface collectrice qui est importante, et ça fait 25 mètres carrés. Donc en général, quand il y a des étudiants dans la salle, ils se disent ah ben c'est plus petit que mon appartement ou de ma chambre, hein, pour donner un ordre d'idée. Voilà. Et donc la gamme d'observation dans l'infrarouge, c'est de 0,6 à 28 microns de longueur d'onde. Alors, je vais parler, et on y reviendra, je montrerai après les résultats du JWST, mais donc j'ai parlé d'une façon d'observer en infrarouge. Pourquoi on devait observer dans l'infrarouge? Donc c'est le décalage vers le rouge. Une autre façon, c'est quand on veut voir la formation des étoiles. Alors, dans l'univers, un aspect très important est la formation des étoiles. Donc les étoiles se forment, il y a une sorte de cycle de la matière. Au début, il y avait essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, et les étoiles se forment dans des grands nuages de gaz et de poussière. Si elles sont de faible masse comme le Soleil, ben, elles finissent comme des géantes rouges dans des nébuleuses planétaires avec une naine blanche. Quand elles sont plus massives, donc elles vivent moins longtemps, elles deviennent des super géantes rouges et ça finit en supernova avec au cœur soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Et j'ai l'habitude de reprendre la formulation d'Hubert Reeves qui dit nous sommes tous des poussières d'étoiles parce que ce sont dans les étoiles que les éléments lourds sont fabriqués. Donc l'aspect formation et évolution des étoiles est un champ de discipline dans l'astro très très important.
Alors, on aimerait bien connaître comment se forment des étoiles. Et pour ça, je vais arrêter ce truc. Et pour ça, il faut que je vous donne quelques propriétés de la lumière infrarouge. Alors en général, je fais ça avec une petite caméra, mais là c'était compliqué. Mais simplement, vous pouvez voir, la personne a un sac plastique sur sa main et la personne qui regarde, vous voyez avec sa caméra, c'est une caméra infrarouge, et vous voyez en zoom ce qu'on voit à partir de la caméra infrarouge. On voit tout à fait ce qui se passe dans le sac plastique. Elle a fait un V avec ses doigts. Pourquoi? Simplement parce que la lumière infrarouge traverse le sac plastique. La lumière visible, non. Alors pourquoi c'est important pour l'astrophysique? Ben, parce que souvent, les étoiles se forment dans des nuages, et donc en visible, rien ne sort. Par contre, quand on regarde en infrarouge, on peut traverser ces nuages, la lumière traverse ces nuages et on peut voir ce qui se passe pour la formation d'étoiles. Donc vous avez ici deux images du même champ. À votre gauche, c'est en visible, donc on voit un nuage noir. En infrarouge, eh bien, on voit à travers ce nuage des tas de formations d'étoiles derrière. Et il y a eu un observatoire, Herschel, qui a regardé justement cette formation d'étoiles et qui a montré que finalement on pensait que les étoiles se formaient à partir d'inhomogénéité dans des nuages de gaz et de poussière. En réalité, l'une des découvertes, c'est que finalement les étoiles se forment dans des filaments. Et on verra que le James Webb permet de mieux connaître ces filaments. Donc ça, c'était un résultat connu, mais avec des... Donc je donne un peu le background. Trois autres sujets tout à fait importants sur lesquels je reviendrai avec le James Webb, c'est l'aspect exoplanète. Ah, non, c'est pas comme ça. Donc normalement, voilà. Donc les exoplanètes, c'est un des sujets qui a été très développé ces dernières années. La première exoplanète a été découverte en 1995. Et depuis, on en connaît plus de 6000. Et ça, c'est juste une illustration pour montrer la diversité de ces exoplanètes. Il y en a des grosses, il y en a des petites, il y en a qui tournent vite autour de leur étoile, etc. Donc, ça, c'est un autre sujet où le James Webb peut apporter beaucoup et apporte beaucoup. Autre raison d'observer dans l'infrarouge, ça, il faut revenir à la notion de Planck, d'un corps noir. Au plus la température est faible, au plus le pic d'émission se trouve dans des longueurs d'onde plus grandes. Donc l'infrarouge thermique, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, c'est autour de 300 K. Donc les étoiles sont à des températures jusqu'à 5000 K, donc c'est dans le visible qu'elles émettent. Par contre, par exemple, si on regarde une exoplanète, même la Terre, son émission, c'est 300 K, donc c'est dans l'infrarouge moyen. Et votre émission thermique, vous êtes dans l'infrarouge moyen. Alors, on peut remarquer aussi ici une autre propriété de l'infrarouge. Pour les personnes qui ont des lunettes, vous voyez que c'est noir. Qu'est-ce que ça veut dire les couleurs? Parce qu'évidemment, ce sont des fausses couleurs, puisque c'est de l'infrarouge. Mais au plus c'est blanc ou jaune, au plus c'est chaud. Et pourquoi les lunettes sont noires? Pourquoi on voit noir? C'est comme s'il n'y avait pas de flux. Je suppose que vous avez peut-être la réponse. Je regarde. C'est simplement parce qu'une propriété du verre, cette fois-ci, je vous ai montré tout à l'heure le plastique laissait passer la lumière infrarouge, le verre l'arrête. Parce que qu'est-ce qu'on voit en émission thermique? C'est l'émission du corps. Et que font les lunettes? Elles empêchent la lumière des yeux de passer, et donc c'est noir. Donc voilà, une autre propriété de l'infrarouge qui la différencie du visible. Enfin, un dernier aspect de l'infrarouge qui est important, c'est des signatures moléculaires.
Donc, par exemple, dans les disques où se forment les planètes, dans l'atmosphère d'exoplanètes, on a envie de savoir quelles sont la composition chimique ou atomique. Et il y a beaucoup de raies, de l'eau, du méthane, etc., du CO, CO2, qui se trouvent dans l'infrarouge. Donc, l'infrarouge est aussi un bon domaine pour observer euh, les atmosphères d'exoplanètes, par exemple. Alors, après cette introduction un peu générale sur pourquoi observer dans l'infrarouge, je vous propose de donner quelques éléments sur le JWST lui-même. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le plus grand télescope, le plus complexe, et travaillant dans l'infrarouge. Alors, il a été lancé, et ça, c'est une grande fierté. J'étais au lancement. C'était le 25 décembre. D'ailleurs, j'ai le t-shirt, hein, j'ai mis pour les grandes occasions. C'était le 25 décembre en Guyane, sur le site CNES de Kourou. Et ce joyau de la technologie américaine a été lancé par une fusée européenne, une fusée Ariane. Pourquoi? Parce que aux US, ils ont mis longtemps à signer le contrat, mais ils n'avaient pas à l'époque l'équivalent d'Ariane pour lancer le JWST. Ils n'avaient pas, il y avait eu tous les problèmes de navette, etc. Donc c'est l'Europe qui a lancé ce bijou technologique. Et ça a été un moment, j'avoue, dans ma vie exceptionnel. Donc j'étais sur place. Alors il y en avait beaucoup qui étaient partis parce qu'il y a eu beaucoup de retard pour le JWST. Et jusqu'au dernier moment, c'était la météo. Parce que quand j'ai commencé, ça devait être lancé en 2011. Et là, il était 10 ans plus tard. Et jusqu'au dernier moment, retard, la météo, non, la veille, alors les gens, pour passer Noël chez eux, ben, sont rentrés. Et moi, je demandais à ma famille, et j'ai pu rester et voir ce lancement. C'était quand même assez fantastique. Et j'étais aux premières loges. On a senti quand on sent les vibrations de la fusée, c'est quand même. Et tout s'est passé à merveille. Alors, il l'avait choyée, hein, cette Ariane. Franchement, elle était tip-top, à tel point que la trajectoire, donc il y a toujours une trajectoire nominale avec des barres d'erreur pour savoir exactement. Et il y a des réserves d'ergol pour ajuster la trajectoire. Eh bien là, c'était tellement bon que normalement, la spécification, c'était de garder de l'ergol pour 10 ans de fonctionnement du JWST. Et il y en a pour plus de 26 ans d'opération. Donc, grâce à un lancement quasi parfait européen, le JWST devrait être en fonctionnement beaucoup plus longtemps que spécifié. Donc c'est quand même. Et j'ai trouvé là, à ce moment-là, évidemment, il y avait les Américains qui étaient là au lancement et ont été tout à fait corrects, en insistant bien sur le rôle de l'Europe pour ce lancement. Donc j'étais satisfait. Puis c'était aussi tous les médias, enfin bref, c'était une période, une journée assez exceptionnelle. Il y en a une deuxième après pour les premiers résultats. Donc ça a été lancé, mais après, ce n'était pas tout, parce qu'il est tellement grand, ce JWST, qu'il pouvait pas être, qu'il devait être complètement plié au lancement pour entrer dans la coiffe de la fusée. Et donc vous voyez ici, donc c'est fait de 18 hexagones, et les 2 fois 3 hexagones sur les côtés étaient repliés. Et il y avait autre chose de replié et qui a donné beaucoup de soucis à la NASA, c'est cet écran thermique que vous voyez. Est-ce qu'on voit Oui, normalement, ça devrait. Vous le voyez là? Bon, enfin, je vais même essayer ça. Voilà, ça, ce sont des écrans qui doivent se déplier. Ça, c'était au sol, les essais de dépliement. Alors, pourquoi on a besoin d'un tel écran thermique? Comme c'est un télescope infrarouge, et comme vous avez vu tout à l'heure que vous émettez, eh bien, il ne faut surtout pas que le télescope émette et gêne les observations. Et donc, au plus c'est froid, au plus ça va vers les longueurs d'onde plus grandes qui ne nous gênent pas. Et donc, il doit être à moins, autour de 50 Kelvin, de façon passive. De façon passive, ça veut dire qu'il se refroidit par émission thermique, mais il ne faut surtout pas le chauffer. Et que ni les rayons du soleil,
ni même le rayonnement de la Terre ne viennent le chauffer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces grands écrans. Et c'est pour ça aussi qu'il est en orbite autour d'un point qu'on appelle L2. Qu'est-ce que c'est quelle est la caractérisation de ce point? C'est que l'attraction de la Terre compense la diminution de l'attraction du Soleil. Et donc, le Soleil, la Terre et ce point ont la même vitesse angulaire. Et donc, l'écran est toujours bien positionné pour empêcher la lumière de la Terre et du Soleil de venir chauffer le télescope. Et c'est un point qui est à 1,5 million de kilomètres. Donc là aussi, il y avait une petite angoisse pour vraiment se mettre en orbite autour de ce point pour que tout se passe bien, parce que si on dépassait le point, il partait et on n'avait plus le contrôle. Il n'y avait pas de possibilité de revenir en arrière. Donc ça a été déjà un aspect de tout ce déploiement de ce télescope dans les 15 premiers jours après le lancement. Et donc, tout s'est très bien passé, mais il y avait quand même un petit peu d'anxiété pour être sûr, hein, parce que vous pouvez voir que normalement, un satellite a une cinquantaine de points de panne unique. C'est-à-dire que s'il y a une panne, la mission est foutue. Et là, pour celui-là, c'était 344 points de panne unique, pour donner le gap en complexité. Alors, un autre aspect complètement novateur pour ce télescope, c'est le miroir. Vous avez vu qu'il y a 18 hexagones. Alors, tout de suite, pour bien se mettre l'idée pourquoi c'était un challenge technologique, la masse de ce télescope est plus petite que celle d'Hubble, alors qu'il est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que Hubble a été lancé avec un miroir rigide. Le JWST a été lancé avec des hexagones et chaque hexagone, on lui donne sa forme finale à partir d'actuateurs derrière les hexagones. On leur donne la forme finale. C'est-à-dire qu'avant que tout soit bien aligné, phasé, eh bien, on a 18 images et après, tout le jeu, c'est de faire converger vers une seule image à partir de réglages. Donc ça, c'était au sol, ça existe. Dans l'espace, c'était la première fois qu'on avait ce type de miroir. Et tout s'est très bien passé aussi. Donc la lumière arrive sur ce qu'on appelle le miroir primaire, que vous avez vu, et réfléchit et arrive à un miroir secondaire, qui est là, miroir secondaire. Donc le miroir secondaire et passe ici, et là sont les instruments qui transforment la lumière en signal électrique et après qui sont envoyés au sol. Alors les instruments, il y a 4 instruments. Il y a des instruments, alors vous voyez la gamme de longueur d'onde ici, donc il y a l'infrarouge proche qui va jusqu'à à peu près 5 microns. Donc, ces instruments qui commencent dans le visible, qui vont jusqu'à un instrument. NIRCam, une très belle caméra faite par les États-Unis. NIRSPEC, c'est plus de la spectroscopie, fait par l'industrie sous maîtrise d'ouvrage de l'ESA, l'Agence spatiale astrophysique européenne. NIRIS, ça a été fait par les Canadiens, qui fait un peu de redondance avec les autres instruments. Il vaut mieux avoir de la redondance. Et puis MIRI, le Mid-Infrared Instrument, qui a été fait par un consortium de laboratoires européens et US, dont la France, dont moi-même, était responsable. Et ça, c'est dans l'infrarouge moyen de 5 à 28 microns. Voilà, donc un consortium avec US, différents pays européens. Et ça, j'aime bien montrer parce que ça me fait toujours plaisir de voir cet instrument. Donc, c'est ce qu'on a fait en France avec maîtrise d'œuvre CNES. Et pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est moi en 98 quand j'ai commencé à travailler sur le JWST. Voilà, donc les années passent. Donc, ça a été fait par maîtrise d'œuvre CEA, maîtrise d'ouvrage CNES avec différents laboratoires français, etc. Et donc, pour la petite histoire, au début, il n'y avait pas de 4e instrument.
parce que c'est compliqué ce quatrième instrument pour deux raisons. Une raison technologique, comme il est dans l'infrarouge plus lointain, il faut qu'il soit refroidi plus que ceux qui sont à infrarouge proche. Et là, il y a besoin d'un refroidissement actif. Et donc, tant qu'il n'y avait pas des machines qui pouvaient être spatialisées, eh bien, il y avait un problème parce qu'on ne pouvait pas mettre, comme dans d'autres satellites, un gros bidon d'hélium pour refroidir. Donc, il a fallu ces développements technologiques côté US. Et deuxième aspect, c'était un aspect astrophysique. Tout le monde voyait très bien ce que pouvait apporter l'infrarouge proche, d'aller voir plus loin les premières galaxies. Mais l'infrarouge moyen, il y avait moins de personnes qui travaillaient dans ce domaine. Et on était quelques-uns en Europe et aux États-Unis à vraiment pousser en disant il faut absolument avoir un instrument infrarouge moyen, il y a beaucoup d'autres choses à faire que l'aspect première galaxie. Et donc, après quelques mois, on a pu voir la première image avec MIRI, donc dans l'infrarouge moyen, et on l'a immédiatement, évidemment, comparé avec l'image précédente faite par le satellite infrarouge précédent. Parce que quelquefois, on dit que le Webb est le successeur du Hubble. Alors, c'est vrai en termes de science, pour aller voir plus loin que le Hubble. Par contre, en termes de longueur d'onde, ce n'est pas le successeur du Hubble, c'est plutôt le successeur de le satellite qui s'appelait Spitzer et qui était petit, 80 cm. Et donc, on voit tout de suite la différence en termes de résolution spatiale, hein, le phénomène de diffraction. Au plus le télescope est grand, au plus la tâche de diffraction est petite. Et en termes du coup aussi de sensibilité, c'est un grand télescope, donc il collecte beaucoup plus de photons, donc le signal sur bois est meilleur. Et pour ceux qui regardent attentivement et qui se demandent, je ne sais pas si je peux aller là ou si pour la caméra, vaut mieux que je reste là, on m'a dit. Donc je vais utiliser ça. Et pour ceux qui ont noté ces aigrettes, eh bien c'est simplement parce que c'est un hexagone, et donc vous avez trois parallèles qui se retrouvent, c'est la diffraction, qui se retrouve dans ces aigrettes. Et vous allez me dire, mais il y en a une en plus au milieu. Et là, c'est dû au secondaire, au télescope secondaire qui implique ça. Une autre façon de voir les progrès réalisés entre les premiers satellites infrarouges et le JWST, c'est cette image. Alors là, moi, j'avais travaillé sur le premier satellite infrarouge européen qui était ISO, avec la caméra ISOCAM. Donc, Catherine Cesarski était la PI. C'est elle qui m'a jeté dans ce bain, d'ailleurs. Et voilà, vous voyez ce que ça donnait. Et le même objet, regardez avec le JWST, avec plusieurs couleurs. Alors évidemment, c'est des fausses couleurs. Hein. Là aussi, c'était des fausses couleurs, mais vous voyez immédiatement la richesse des détails qu'on peut obtenir maintenant avec ce télescope. Alors, une des choses qui nous a aussi enthousiasmés, c'est les performances. Tout de suite, une fois lancées, on regarde les performances. Sont-elles, comme prévu, un peu moins bonnes? Eh bien là, bien meilleures. Et pourquoi bien meilleures? En quoi elle est bien meilleure? Déjà, en termes de qualité image. Vous avez vu une très belle qualité image. Alors, la spécification, c'était d'être limité par la diffraction à 2 microns de longueur d'onde. Or, c'est limité à 1 micron de longueur d'onde. 2 fois mieux en termes de longueur d'onde. On devait avoir une transmission de l'ensemble qui était plutôt de 80% et c'est plutôt 90%. Donc, on a aussi une augmentation de transmission. C'est parce qu'il n'y a pas eu de contamination du tout. Il y a toujours des réserves éventuelles pour des contaminations, mais ils ont pris toutes les précautions à Kourou, les salles blanches, ils avaient pris toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il n'y ait rien qui vienne réduire la transmission du miroir. Il avait même nettoyé un peu avant de venir. Enfin bref, c'était super. Et l'autre chose, notamment pour les exoplanètes, qui est super important, c'est la stabilité du télescope. J'en dirai un mot probablement tout à l'heure. Et là aussi,
c'était 4 milliards de secondes, donc déjà des milliards de secondes, c'est tout petit, et là c'est 4 fois mieux, ça bouge quasiment pas quand il pointe une étoile. Donc super. Après, ce qui compte aussi, c'est la sensibilité. Ben, même chose, sensibilité 2 fois meilleure qu'annoncé. Donc, j'avais jamais vu ça avant avec les instruments que j'avais faits. En général, on était content quand on était à la spécification et souvent on était un petit peu moins bon au sol. Donc, très bien. Et là, on compare avec les autres. Enfin bon, c'est vraiment un gain en sensibilité énorme par rapport à ce qu'il y avait avant, en résolution aussi. Et du coup, ben, on va voir. Donc, ça, c'est juste pour résumer ce qu'on pouvait voir. Et après, je vais vous dire ce qu'on a vu dans l'infrarouge avec le JWST. Donc, allez voir les premières galaxies, allez voir à travers les nuages, voir des objets de faible température et chercher des signatures moléculaires, notamment dans les exoplanètes. Et ça, c'est les 4 thèmes du James Webb. Première lumière et réunisation, comment les galaxies s'assemblent, la naissance des étoiles et les protoplanètes, et puis les planètes en elles-mêmes avec éventuellement l'origine de la vie. Alors, les galaxies les plus lointaines. Mission remplie dans le sens où le James Webb, très tôt, la première image profonde, il y avait déjà des galaxies plus lointaines que celles observées par le Hubble pour des temps d'observation courts. Depuis, il y a eu évidemment beaucoup de temps d'observation et donc on parle de décalage vers le rouge. Donc c'est en gros, c'est 1 plus le rapport de la longueur d'onde émise sur, contraire, la longueur d'onde observée sur la longueur d'onde émise, et on arrive à des décalages vers le rouge plus grands que 13. Là, c'était 13,2. Ce qui veut dire des formations, des lumières émises environ 300 millions d'années après le Big Bang. Et si on prend en compte en plus les observations dans l'infrarouge moyen, ça veut dire que c'était déjà là depuis plus longtemps. On arrive maintenant à des candidats, alors attention, c'est des candidats, hein, à des redshifts. J'ai entendu ça il y a quelques semaines dans un consortium meeting, de Z égale 25. C'est-à-dire qu'on s'approche de vraiment les 100 millions d'années après le Big Bang. Pour l'instant, c'est OK, mais il ne faudrait pas qu'on envoie des encore plus tôt, parce que là, ça mettrait en question peut-être les modèles cosmologiques. C'est-à-dire il faut un certain temps pour que la matière fasse ces galaxies, qui est donnée par la matière noire, compte tenu de ce qu'on connaît sur les infimes petites inhomogénéités du fond diffus cosmologique. Et donc, pour l'instant, ça tient. Je vais vous montrer d'autres résultats. Mais il faut être vigilant sur ce qui va se passer dans les mois, enfin plutôt les années qui viennent. Alors, ces galaxies sont aussi surprenantes parce qu'elles sont beaucoup plus structurées que ce qui était prédit. On voit déjà des formes alors qu'on s'attendait à ce qu'elles soient complètement irrégulières, des formations. Et ça veut dire que très vite, elles ont les formes spirales pour certaines, etc. Donc ça, ce n'était pas prédit. Autre chose qui a été trouvée, que des trous noirs supermassifs s'étaient formés très tôt. Donc là aussi, ça, c'était pas ce qui était attendu en tous les cas. On trouve aussi beaucoup de galaxies, peut-être trop par rapport aux prédictions. Et tout ça est en train d'être étudié. Ça ne met pas en cause pour l'instant le modèle cosmologique. Par contre, ça met en cause le modèle de formation des galaxies. Et il y a beaucoup de simulations numériques qui sont en train d'être faites pour essayer d'expliquer ce qu'on voit, notamment avec tous ces aspects filamentaires donc, qui alimenteraient les galaxies très vite
et qui les permettrait d'avoir des formations d'étoiles, des formations de trous noirs rapidement. Donc la messe n'est pas dite, comme on dit, mais il faut continuer à regarder ce champ d'investigation. Il y a des surprises et il y a plusieurs explications en cours. Il y a un colloque le 20 mai spécifique à l'Académie d'une demi-journée pour voir les résultats JWST couplés à des résultats ALMA sur ces premières galaxies, etc. Donc ceux intéressés peuvent y aller. Donc je passe à l'autre thème qui est plus, enfin là j'ai parlé aussi des galaxies. L'autre thème, c'est la naissance des étoiles et les disques. Alors là, vous voyez, même chose, un filament. Donc on pense en effet que les étoiles se forment dans les filaments. Donc il y a d'abord formation des filaments. Et ce qui est intéressant, grâce à la résolution spatiale du JWST, on a pu mesurer l'épaisseur de ces filaments. Ça, c'est une notion vraiment importante pour les modèles. Et, et donc les modèles arrivent à reproduire ça en mettant de la turbulence, le champ magnétique. Donc maintenant, les modèles doivent vraiment intégrer, sont compliqués, multi-échelle avec champ magnétique, turbulence. Et si on zoome, la qualité image est tellement bonne, si on regarde la dynamique, c'est-à-dire on écrase les couleurs très fortes, et regardez ce qu'on voit, on voit des tas de filaments qui alimentent ce gros filament. Et c'est, en gros, ils suivent le champ magnétique. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une sorte de périodicité. Donc, même chose, ça va nous, et qu'on n'explique pas pour l'instant. Donc, même chose, le domaine de formation des étoiles est en train aussi d'avoir, enfin, d'être, les modèles sont en retard par rapport aux observations, c'est-à-dire il faut prendre en compte ces nouvelles observations. Ça, c'est pour des étoiles massives. On connaissait déjà quelque chose de similaire pour des étoiles comme comme le Soleil, des étoiles moins massives. Là, c'est pour des étoiles massives. C'est ça qui est nouveau. Une fois que l'étoile est formée, donc il y a un disque d'accrétion, mais en même temps, éjection de matière par des jets. Et là, vous avez une superbe image du jet dans un objet jeune. Et donc là, toutes ces études qui vont pouvoir s'amplifier au sujet de tous ces jets, de toute la physique autour de ces jets, avec des chocs, des petits jets, des sous-jets. Enfin, ça, c'est un phénomène d'accrétion ou d'éjection qui est à l'étude depuis longtemps, mais là, il y a des nouvelles observations très précises qui vont permettre d'avancer sur ce domaine. Alors, j'ai montré beaucoup d'images, mais un des atouts les plus spectaculaires du JWST, c'est la spectroscopie. Et là, par exemple, quand on regarde des disques dans lesquels se forment les planètes, on a eu la surprise de trouver de l'eau dans la zone où pouvaient se former des planètes rocheuses. Jusqu'à présent, on n'en avait pas trouvé. Donc là, dans cet exemple-là, ce disque-là, il y a de l'eau. Donc c'est intéressant de savoir qu'il peut y avoir accrétion d'eau pour, pour des planètes rocheuses si elles se forment là, si elles arrivent là. Même chose, certains disques protoplanétaires, là où se forment les planètes, on a trouvé beaucoup de carbone. Et on n'explique pas pourquoi c'est si riche en carbone. Donc, encore une explication à fournir. Et j'en arrive, comme le temps passe, à mon dernier sujet, et c'est le sujet qui m'intéresse le plus, c'est celui des exoplanètes. Alors, aujourd'hui, on connaît plus de 6000 exoplanètes. La première était en 95 et depuis, il y a eu vraiment beaucoup d'exoplanètes détectées. La première, c'était par la méthode des transits et la méthode, pardon, de vitesse radiale. Et la première détection a amené à une première surprise. Une exoplanète géante très proche de son étoile haute. Mercure, c'est 0,4 unités astronomiques du Soleil. Et là, c'est 10 fois plus proche de son étoile. Et
Donc, l'un des objectifs de toutes ces études d'exoplanètes, c'est de mettre notre système solaire en contexte. Et le but ultime, c'est de trouver des biosignatures dans les atmosphères d'exoplanètes. Alors, si certains ont regardé les actualités sur cet aspect biosignature, pourront poser une question, mais je n'en parle pas parce que j'y crois pas. Donc, la première détection a donné les prix Nobel à Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont fait leurs observations à l'OHP en France. Et la méthode, c'était les vitesses radiales. Donc, quand il y a une exoplanète autour d'une étoile, eh bien, il y a un mouvement autour du barycentre. Et c'est ce mouvement qu'on peut détecter. Et comment on peut le détecter? Eh bien, à partir, oui, à partir du redshift, cette fois-ci. Ce n'est pas le décalage vers le rouge cosmologique, hein, c'est vraiment le redshift, c'est-à-dire si un objet s'éloigne de nous, la lumière est décalée vers le rouge, et s'il vient vers nous, c'est décalé vers le bleu. Donc vous voyez ici des raies d'absorption de l'étoile et leur mouvement selon le mouvement de l'étoile autour du barycentre étoile-planète. Et donc c'est comme ça qu'ils ont découvert leur, leur première exoplanète. Et oui, il y a eu de nombreux débats, hein. Et puis, du coup, il y a une deuxième méthode qui est la méthode des transits. Et juste pour illustrer cette méthode, si je l'ai là, non, bon, oui, c'est là, on n'a peut-être pas essayé, j'ai pas été. Ah si, ça y est. Donc, on regarde le système étoile plus exoplanète, et si elle est bien positionnée le long de la ligne de visée, eh bien, quand elle passe devant l'étoile, il y a une petite diminution du flux, et on sait qu'il y a une exoplanète. Donc, quand une exoplanète est détectée à la fois par la vitesse radiale qu'on a vue avant, qui donne la masse, en réalité masse sinusie, oui, et l'inclinaison, et qu'on le voit aussi en transit qui donne le rayon, eh bien, on peut en déduire la densité, et donc si c'est une rocheuse ou une géante. Alors, le JWST a regardé des exoplanètes. Alors ça, c'est pour montrer qu'on peut, avec le JWST, faire des images enfin, d'exoplanètes. Enfin, ce n'est pas l'exoplanète elle-même qui est imagée, mais là, c'est un système où il y a une étoile et autour 4 exoplanètes. Il faut un système qu'on appelle coronographe pour, en gros, éteindre l'étoile. Donc là, l'étoile, on ne la voit pas. Elle est en gros éteinte. Et on voit les 4 exoplanètes autour de cette étoile, dans l'infrarouge moyen, ce qui permet de mieux les contraindre. Mais ça, c'est très bien, mais on est limité aux géantes qui sont très loin de leur étoile pour pouvoir les observer. Et ce qui, moi, m'intéresse le plus, ce sont des rocheuses. Et ça, pour les rocheuses, comment on les observe? Eh bien, on regarde soit le transit quand elles passent devant, comme j'en ai parlé tout à l'heure, soit quand elles passent derrière. Alors, quelle est une des questions qu'on se pose notamment pour les rocheuses? Ont-elles une atmosphère? Et comment on peut répondre à cette question? Eh bien, une façon, c'est de mesurer la température de l'exoplanète. Et il y a un système qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le système TRAPPIST. Il a été découvert, je suis sûr que les amateurs de bière vont le savoir, par des Belges. TRAPPIST est une bière belge. Donc, l'étoile TRAPPIST, elle est toute petite, elle ne paye vraiment pas de mine, elle est très froide, donc elle a un tout petit rayon, elle est à peine plus grande que Jupiter, et elle est très proche, 40 années-lumière, donc c'est une cible idéale pour nous. Elle est entourée de 7 exoplanètes détectées par la méthode du transit, donc qui ont des rayons très similaires à la Terre, des masses aussi très similaires, et donc une densité pour la première, celle qui est la plus proche, comme Mars. Et donc elles sont toutes rocheuses, et leur période orbitale est relativement rapide, ce qui permet de suivre. Certaines de ces exoplanètes sont dites dans la zone habitable. Qu'est-ce que ça veut dire dans la zone habitable? Ça veut dire que l'eau peut être à l'état liquide. C'est tout ce que ça veut dire, hein. Ça ne veut pas dire plus que ça. Donc c'est pour ça que le terme est un peu mal choisi, mais parce que si elle est trop proche, l'eau est sous forme de vapeur. Si elle est trop loin, sous forme de glace. Donc il y a un domaine où est l'exoplanète par rapport
à son étoile où l'eau peut être liquide. C'est ce qu'on appelle habitable. Et ce type d'exoplanètes, il y en a 3 qui peuvent être, entre guillemets, habitables. Alors, ces planètes sont chauffées par l'étoile et ont un rayonnement thermique pile dans la gamme Miri. Donc, évidemment, on l'a observé. Et ce qu'on a observé, c'est l'éclipse secondaire. C'est quand elle passe derrière. Donc, vous voyez, c'est le temps. Donc, en fonction du temps, vous voyez le signal reçu. Donc, c'est un signal reçu à la fois de l'étoile et de l'exoplanète. Donc, l'exoplanète qui est chauffée, elle émet. Donc, l'étoile aussi émet. Et puis, à un moment, quand elle passe derrière, il y a une diminution de la lumière, puisqu'il n'y a plus l'émission de la planète. Il n'y a plus que l'émission stellaire. Et quand elle ressort, bah, de nouveau, les deux. Donc, à partir de ça, on peut mesurer l'émission de l'exoplanète. À partir de cette émission, en supposant que c'est un corps noir, que l'albédo est 1, enfin, on peut trouver la température de l'exoplanète. Et on a trouvé une température relativement forte, mais qui peut quand même s'expliquer. Donc, la température mesurée est de l'ordre de 500 K. Il y avait 2 modèles pour pour prédire la température. Un modèle qui disait il y a une atmosphère, et donc, comme ce sont des exoplanètes qui sont en rotation synchrone, ce qui veut dire que c'est toujours la même phase qui est éclairée, donc il y a une phase chaude et une phase derrière pas éclairée. S'il y a une atmosphère, il y a de l'énergie de la phase chaude qui va dans la phase froide, et donc la température de la phase chaude est moins forte que la température s'il n'y avait pas cette atmosphère. Et on a trouvé en effet une température relativement forte. Donc la première idée, c'est de dire, c'est comme Mercure, c'est la plus proche de l'étoile et elle n'a pas d'atmosphère. Bon, ça c'est pour synchrone, le temps passe. Et du coup, on continue à observer cette source. Et les autres, maintenant, on est en train de regarder la seconde, etc. Donc, par contre, dans une exoplanète 55 Cancri-E, qui est très chaude, celle-là, elle est très proche de son étoile, elle est très chaude, et on pense qu'il y a un océan de magma, c'est tellement chaud, et la Terre est probablement passée par cet état. Donc, regarder d'autres exoplanètes permet aussi de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé sur la Terre dans le passé. Je me souviens toujours de ce que disait André Brahi comme image. En astro, on ne peut pas suivre l'évolution d'une étoile, mais comme dans une forêt, si on était dans une forêt à un instant donné, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait des petites pousses, on verrait des arbres mûrs, on verrait des arbres qui sont tombés, et c'est à partir de là qu'on pourrait dire qu'il y a une évolution. Donc c'est un peu aussi comme ça qu'on travaille en astrophysique. Et donc cette exoplanète très chaude, eh bien, la température mesurée est beaucoup plus basse que la température s'il n'y avait pas d'atmosphère. Donc on pense vraiment que celle-là a une atmosphère. Et on peut même essayer de voir de quelle atmosphère il s'agit, et c'est probablement du CO2. Bon, il y a aussi des choses tout à fait dans les exoplanètes. Hein. WASP 107, je la mentionne parce que mon étudiante a fait un papier là-dessus dans Nature, et elle est très... Regardez, c'est une planète qui a la taille de Jupiter et la masse de Neptune. Donc on peut l'appeler la planète Barbapapa, parce qu'elle est très... Voilà, et pour finir, quelques belles images, parce que c'est aussi ça, le JWST. Il y en a partout. Hein. On m'a offert une canette de bière avec une image de JWST. Donc, la bière est bonne, hein, ça va. Donc voilà, tout ça, c'est des fausses couleurs, hein, puisque en infrarouge, donc à chaque filtre infrarouge, on associe une couleur dans le visible qui donne ces jolies images de nébuleuses. Voilà, Jupiter s'attache. Et ce n'est pas fini pour les exoplanètes, puisque la prochaine mission sur laquelle on travaille, c'est la mission Ariel de l'ESA. Et celle-là, c'est un petit télescope, mais elle est complètement dédiée aux exoplanètes, alors que vous avez vu le JWST, il y a des tas de possibilités. Et donc, on va voir un aspect statistique qui est important pour bien comprendre l'évolution.
Rappelez-vous des arbres dans la forêt. Donc là, on aura 1000 exoplanètes. Et puis, côté NASA, on travaille de nouveau avec la NASA pour leur futur flagship, enfin vaisseau amiral, qui s'appelle Habitable World Observatory. Donc là, c'est un observatoire qui sera vraiment dédié à observer, détecter et observer l'atmosphère d'exoplanètes autour d'étoiles comme le Soleil, d'exoplanètes terrestres, rocheuses, disons. Donc ça aussi, ce serait pour les années 2040. Donc, il y a une possibilité. Et juste pour vous montrer ce qui se passe du côté sol, ici c'est à l'ESO, au Chili, et vous voyez un télescope qui va bientôt, enfin, dont la construction avance vraiment très bien, qui a 39 mètres de diamètre. Donc ça va être aussi quelque chose qui va être révolutionnaire pour l'astro. Donc voilà, sur ces belles perspectives, si vous souhaitez poser des questions, je pense qu'il y a un peu de temps. Je vais laisser du temps. 52 minutes, c'est ça, c'est bon? Ben, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, au début, vous avez parlé de trous noirs primordiaux, plus ou moins. Enfin, très tôt. Est-ce que l'instrument permet tout seul d'identifier le trou noir et comment il mesure la distance ou le temps Alors, c'est à partir des raies. ces objets si lointains? Quand il y a un trou noir, enfin, il y a autour aussi, on ne voit pas le trou noir lui-même, hein, ça, on peut pas. Donc, on voit ses environnements et comme ça tombe sur le trou noir, c'est très très chaud et ça émet des raies. Donc, on voit ces raies et on peut voir la même chose, le décalage vers le rouge de ces raies. Donc, c'est comme ça qu'on peut à la fois dire qu'il y a un trou noir, parce qu'il y a des raies un peu caractéristiques d'un plasma très très chaud qui tombe, et le décalage vers le rouge. Oui. Est-ce qu'on a une bonne idée de la composition des filaments? Des filaments pour la formation des étoiles ou pour la formation des galaxies? Parce qu'on a des filaments dans les deux. Euh, alors, en termes de filaments dans les galaxies, on est en train juste de les détecter. On n'a pas encore fait de la spectroscopie. C'est très difficile à faire de la spectroscopie. En ce qui concerne les formations d'étoiles, là, on peut faire de la spectroscopie et c'est typiquement du milieu interstellaire, donc qui est comprimé, etc., dans les nuages. Donc, on regarde la composition du nuage et ce qu'on retrouve. Pardon, quelle est la relation entre le point L2 mentionné au début de l'exposé et les points de Lagrange? Ah, c'est un des points de Lagrange. Hein. C'est un des 4, oui, des 5 points de Lagrange. Oui. C'est le L2, c'est pour ça Lagrange 2. Le point 2 qui est, il y a l'équivalent, enfin, il y a le point 1 qui est entre le Soleil et nous, et celui-là, il est de l'autre côté. Oui, excusez-moi, vous parliez de biosignature tout à l'heure, vous ne sembliez pas convaincu. Est-ce que la recherche de petits hommes verts est pertinente pour la science? Ah oui, oui, oui. Non, non, je ne suis pas convaincu de ce qui a été annoncé récemment. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est ça que je n'ai pas été convaincu. Le fait de chercher des biosignatures dans l'atmosphère d'exoplanètes, ça c'est quelque chose auquel je crois. Enfin, en tous les cas, c'est une recherche scientifique. Ça sera très difficile de dire que c'est une biosignature, parce qu'il faut que ça soit quelque chose qu'on n'attend pas de la chimie ordinaire. Et la chimie n'est pas si simple que ça. Il peut y avoir, on voit dans les atmosphères d'exoplanètes, par exemple, du CH4 qu'on ne s'attendait pas à l'avoir, et c'est parce qu'il y a des turbulences qui font du mélange, disons. Donc, il y a encore beaucoup de choses à comprendre dans l'atmosphère avant de pouvoir dire c'est une biosignature. Mais je faisais allusion à un article récent. L'article est correct, où il voit quelque chose qui pourrait être de la biosignature, mais c'est à 3 sigma. Et donc, pour moi, ce n'est pas suffisant. Ils ont fait tout un aspect médiatique là-dessus. C'est là où je disais prudence, c'est tout. Mais sinon, non, non, c'est quelque chose. Et HWO, et côté européen, il y a un projet qui s'appelle LIFE,
qui est aussi dédié à chercher des biosignatures sur des rocheuses autour d'étoiles comme le Soleil. Non, non, ça, je pense que c'est très intéressant. Alors, on en cherche aussi dans notre système solaire. Hein. L'avantage pour moi des exoplanètes, c'est la grande diversité. Donc, dans cette grande diversité, on a plus de possibilités, me semble, de trouver des biosignatures que dans notre système solaire où il y a quelques endroits, des lunes où potentiellement il pourrait y en avoir. Et on va aller essayer de voir. Mais je ne sais pas, ce n'est pas une question de croyance. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'on avance. On avance beaucoup. En 95, on ne savait même pas qu'il y avait d'exoplanètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc, on a commencé par voir les géantes très près, première surprise. Et puis, on a continué. Maintenant, on connaît des rocheuses. On connaît des rocheuses dans la zone habitable. On est en train de pouvoir regarder les atmosphères de certaines de ces rocheuses autour de petites étoiles. Et on a les projets pour aller voir autour d'étoiles comme le Soleil. Donc, c'est quand même... ça avance. Vous avez montré à un moment un déploiement d'analyse des filaments primordiaux. Oui. Et vous avez notamment mentionné qu'on ne s'attendait pas à voir ces structures-là, que les modèles ne les prédisaient pas. Quels sont les paramètres, qu'est-ce qu'il y a de surprenant, quels sont les paramètres sur lesquels on peut agir pour pouvoir utiliser ces informations et en apprendre plus sur la formation des filaments? C'est un peu étonnant pour moi de voir que cette éventualité n'était pas prévue. Alors, si, elle était prévue, mais il faut, pour les observations, elle était prévue, mais pas, enfin, je veux dire, par certains, pas d'autres, hein, il y a d'autres modèles. Les simulations numériques, notamment par Deckel, il y a longtemps prédisaient ça. Mais si on prend les simulations telles qu'elles étaient faites jusqu'à présent, elles ne permettent pas de faire les galaxies aussi rapidement parce qu'il n'y a pas assez de matière. Alors, on pense que ce qu'il faut rajouter comme ingrédient dans ces simulations, c'est prendre en compte que la densité était plus grande, donc peut-être qu'il y a plus de compression, il y a plus de matière qui tombe sur ces galaxies au début. Enfin, donc, c'est vers ça que les modèles se dirigent. Oui. Dans ce cas-là, c'est quelque part, on joue sur une quantité d'une observable ou d'un paramètre physique qui est déjà présent. Mais on n'explique pas forcément le mécanisme qui serait à l'origine de la correction qu'on veut faire sur la quantité en question. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? Si, on apprend. Ça reste qualitatif ou vous pensez qu'au niveau dynamique, on apprend quelque chose? Alors, je pense qu'on apprend quelque chose. Enfin, disons, ça fait progresser le modèle, puisque le modèle ne prévoyait pas ce qu'on a vu. Donc, on est en train de se dire, il faut faire évoluer le modèle. Oui. On peut voir dans quelle direction. Pour ce modèle-là, hein, ce n'est pas le seul qui explique les choses. Attention, hein, mais c'est un modèle qui, moi, me semble plausible en tous les cas. Et donc, on va pouvoir mieux contraindre les paramètres du modèle, en gros. J'avais une question sur ces filaments. Ça peut être les filaments de galaxies, on les voit toujours dans la structure à grande échelle de l'univers. Et les filaments d'étoiles dans les nébuleuses, on ne les voit pas dans les amas ouverts. Donc, c'est quelque chose de trop dynamique. Enfin, nous, on est dans les nuages. Hein. Pour la formation des étoiles, c'est dans les nuages. Oui. Et on les voit quasiment systématiques dans les nuages. Et une fois que le nuage a disparu et qu'il reste... après, c'est les étoiles. Dans ces filaments se forment les étoiles. Et ce qui reste après, les étoiles ont par exemple du vent et elles font des grandes cavités dans ces nébuleuses, etc. Donc, en fin de compte, on ne retrouve plus la signature de ces filaments. Et on ne retrouve pas de collier d'étoiles, par exemple, dans un amas? Ah, ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. D'accord. C'est vrai que ça pourrait... ouais. Ça pourrait bon, après, elles évoluent quand même. Oui, hein, ça bouge peut-être trop vite. Ouais. D'accord. Mon autre question, vous avez dû l'expliquer, les atmosphères planétaires, on les observe par spectroscopie d'absorption? Non, oui, j'ai pas dit ça. Hein, j'ai pas dit comment on faisait. Alors, je vais le dire maintenant. D'abord, il faut de la spectroscopie.
ça se fait par transit ou par éclipse. Donc, prenons le cas transit. Donc, s'il y a des molécules dans l'atmosphère, elles vont avoir certaines raies où elles vont absorber la lumière de l'étoile. Donc, à ce moment-là, le rayon de l'exoplanète va paraître plus grand, puisqu'il va cacher plus de lumière de l'étoile. Donc, il faut faire de la spectroscopie en transit, où on voit ces variations de rayons qui suivent les longueurs d'onde caractéristiques d'absorption de molécules. Donc, c'est comme ça. Et en éclipse, bah, ce n'est pas l'absorption, c'est l'émission qu'on regarde. Donc, voilà comment on a cette information sur la composition de l'atmosphère à partir des raies et de la spectroscopie de raies moléculaires. Oui, attendez, juste une seconde. Beaucoup. Pardon. Juste, je dis pour les gens qui sont connectés en Zoom, s'ils veulent poser des questions, ils lèvent la main sur Zoom. Vas-y. Merci beaucoup. Je suis venu voir les images, quelques images que vous avez montrées, puis vous avez donné beaucoup d'explications sur les données qui sont collectées par le télescope. Et quand on voit les images et que vous dites, évidemment, ce sont de fausses couleurs, je voudrais vous poser une question sur les règles d'édition de ces images, la définition des couleurs, quelle est la nomenclature, qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas, une fréquence ou une longueur d'onde dans l'infrarouge devient un bleu, qu'est-ce qui fait qu'on a du jaune, qui choisit et comment vous vous mettez tous d'accord pour partager ces images, les règles éditoriales de ces images pour que nous autres, qui sommes tout en bas de la chaîne, on puisse s'émerveiller de ce que vous nous avez présenté. Merci. Oui, très bonne question. C'est le centre d'opération du JWST, c'est le STCI à Baltimore. Et ils ont une équipe, je sais pas, d'une quinzaine de personnes pour faire en gros des jolies images. Donc, ce n'est pas les scientifiques qui font ces jolies images. Nous, on voit c'est telle molécule, c'est telle ceci, mais on s'en fiche un peu de la couleur des images. À nous, on voit des chiffres. On voit des chiffres. Et non, mais c'est aux États-Unis, c'est très important pour le taxpayer de voir des jolies images. On a moins ce besoin en Europe, mais pourtant l'ESA a fait des efforts et pourrait continuer à faire des efforts parce que c'est important de voir de belles images. Je pense. Pour moi, l'astrophysique, quand j'observe, ça me donne vraiment un sentiment d'humilité. Parce que c'est tellement vaste, tellement. Et ça permet de s'évader un peu du monde actuel. C'est pas négligeable. Oui, vous avez parlé d'une limite de 100 millions d'années. Oui. Alors, pour le télescope, c'est quoi la limite? Le télescope, pour remonter dans le temps. Oui, et c'est quoi la limite du modèle standard aussi? Quand est-ce qu'il y aura une crise? Est-ce qu'on peut l'atteindre avec le télescope? Oui, alors je ne sais pas jusqu'à quel point on peut tweaker. Enfin, 100 millions, c'est OK. Alors, la limite, c'est une bonne question. On peut aller plus loin en termes de longueur d'onde parce que pour l'instant, les redshifts sont dans l'infrarouge proche. Donc, on a l'infrarouge moyen qui permet d'aller à des redshifts encore plus grands. Donc, pour l'instant, on pourrait aller, puisqu'on voit même des redshifts de l'ordre de peut-être des candidats à 25. Par contre, après, il faudrait voir la sensibilité, parce que ça a quand même la sensibilité. MIRI est moins sensible. Mais en termes de longueur d'onde, on peut aller très loin. Je dirais 30, Z égale 30, ça devrait. Il faut vérifier en termes de sensibilité. Et en termes de quand est-ce qu'il y aura une crise, pour l'instant, on me dit, les spécialistes, 100 millions, bon, c'est l'ordre de grandeur. Alors, quelle est la précision du modèle? Alors, si on trouvait encore des galaxies à, je pense, un facteur 3 en dessous, là, ça commencerait vraiment à être difficile dans le temps de les réaliser dans le temps. Pour tout cet aspect, c'est la gravitation. Donc, il faudrait évoquer à ce moment-là une expansion de l'univers différent à ce moment-là pour qu'il y ait plus de temps pour fabriquer ces galaxies. C'est ça qui va, enfin, si besoin, pour changer le modèle, ça serait redonner du temps en changeant la cosmologie, si le besoin s'avérait nécessaire.
Oui, excuse-moi de revenir en arrière sur les trous noirs supermassifs. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la signature de ces trous noirs? Alors, ben, c'est des raies. Alors, attends, j'ai quelque part un spectre. C'est le spectre. Alors, est-ce que je vais le retrouver quelque part? Tiens, si ça vous intéresse, j'ai aussi comment on obtient du temps d'observation. Attends, je pense que je l'ai gardé. Oh, non, je ne peux peut-être pas garder dans cette présentation-là. Donc, je sais, enfin, par cœur, je me souviens, par exemple, il y a du néon très ionisé qui est facilement détectable. Non, non, c'est pas dans mes slides de backup là. Donc, bon, j'ai en tête le néon. Je peux te donner plus de détails après le spectre. D'autres questions? Encore une petite question. Pour les exoplanètes, comment est-ce qu'on sait qu'expérimentalement, elles sont en vitesse synchrone? Qu'elles tournent sur elles-mêmes et qu'elles sont en plus synchrones par rapport à l'étoile? Alors, on sait qu'il y a des forces de marée notamment. Donc, par calcul, on se dit qu'elles ont dû être ralenties vu leur âge et être synchrones. Est-ce qu'elles le sont complètement? Là, il peut y avoir un petit décalage. C'est pas une observation, non. C'est un modèle. Ouais. D'autres questions dans la salle? Oui. Merci. Merci pour cet exposé. C'est une question de principe par rapport au transparent que vous nous avez présenté au début sur l'expansion de l'univers juste après le Big Bang. Oui. Cette expansion, au moment du Big Bang, elle a lieu à partir d'un point de dimension quasiment nulle ou elle a lieu à partir d'un espace déjà existant? On ne peut pas dire que c'est d'un point. Enfin, moi, l'image que m'avait donnée, je pense que c'est Hubert Reeves, c'est plutôt comme un cake qui gonfle. Mais nous, on a un horizon. Donc, on ne peut pas répondre vraiment à la question, mais ce n'est pas un point. Ce n'est pas un point, le Big Bang. Je sais pas. Plus de questions ici? Donc, oui, merci. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour cet exposé. Merci pour toutes les questions. C'était vivant. Merci.